Bonjour à tous. C'est votre rendez-vous phare de la semaine au Sénat. Les questions au gouvernement. Dans une heure, les sénateurs vont interpeller l'exécutif. Vous allez pouvoir suivre la séance en direct en intégralité. Auparavant, on va débattre du projet de loi sanitaire, du pass sanitaire aux frontières, de la réintégration des soignants non vaccinés. Mais je vous présente d'abord notre fidèle équipe du mercredi qui va vous accompagner tout l'après-midi. On va être avec Alexandre Poussard, salle des conférences. Alors, qui allez-vous interviewer aujourd'hui, Alexandre ? Bonjour Tam. Eh bien, juste après ces questions d'actualité, je serai avec Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture en charge de nos forêts, pour parler des terribles incendies de cette semaine. Et puis, je serai également avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, pour évoquer la renationalisation d'EDF. Un riche programme. Merci beaucoup, Alexandre. Également avec nous, Quentin Calmet dans la tribune de presse du Sénat qui va prendre la température au sens propre et au sens figuré de l'hémicycle. Alors, comment se présente cette séance de questions au gouvernement, Quentin ? Eh bien, cette séance va être largement consacrée à ces terribles incendies qui touchent la France. Pas moins de 6 questions sur 16 sont consacrées à ce thème, Tam. Merci beaucoup, Quentin. On va d'ailleurs parler également des incendies sur ce plateau. À tout à l'heure, messieurs. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Lassarade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains de la Gironde. Vous avez écrit plusieurs rapports sur le Covid et dernièrement un rapport sur les effets indésirables de la vaccination Covid pour l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Également Bernard Jomier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur écologiste apparenté socialiste de Paris. Vous avez co-rapporté la commission d'enquête sur la gestion du Covid. Vous avez présidé celle sur la situation de l'hôpital en France. Face à vous, Loïc Hervé. Vous êtes sénateur Union centriste de la Haute-Savoie, secrétaire du Sénat. Et vous êtes opposé aux mesures restrictives de liberté associées au Covid, notamment le pass sanitaire et le pass vaccinal. Et enfin, nous allons accueillir dans un instant Xavier Iacovelli, sénateur RDPI, un sénateur de la majorité présidentielle. Alors, on va d'abord s'intéresser ensemble au projet de loi sanitaire, projet de loi à l'épreuve du Sénat, puisqu'après le sérieux revers enregistré la semaine dernière par le gouvernement à l'Assemblée, le texte passe cet après-midi en séance au Sénat, mais on a déjà une idée du sort que les sénateurs veulent réserver à ce texte après son passage hier en commission des lois. Samia Dechir. Les députés n'en ont pas voulu. Les sénateurs pourraient bien rétablir le certificat sanitaire de voyage, mais dans une version beaucoup plus restrictive. Celle du gouvernement prévoyait le retour du pass sanitaire pour les voyages extra-hexagonaux vers l'étranger, la Corse ou l'outre-mer. Le Sénat veut y ajouter 2 conditions. Un test Covid ne pourrait être exigé qu'en cas d'apparition d'un nouveau variant particulièrement menaçant et ne pourrait s'appliquer en outre-mer qu'en cas de saturation du système de santé local. Ça veut dire que s'il apparaît dans le monde, dans un pays donné, un variant extrêmement dangereux, nous voulons pouvoir filtrer les voyageurs au départ des avions en provenance de ces pays. Et nous leur demanderons à ce moment-là, nous permettrons au gouvernement de leur demander un test. Sinon, c'est très simple, il faudra interdire les vols, ce que le gouvernement a toujours le moyen de faire, ou bien mettre les gens en quarantaine à l'arrivée en France. Nous préférons le test plutôt qu'une mesure trop radicale. Autre apport du Sénat au projet de loi sanitaire, la question des soignants non vaccinés. Elle ne figurait pas dans le texte de l'exécutif. Un amendement adopté en commission des lois propose de les réintégrer si la situation sanitaire le justifie. Les soignants non vaccinés ont simplement été suspendus, ils n'ont pas été licenciés. Il faut donc déterminer dans quelles conditions, le jour venu, c'est-à-dire quand il n'y aura plus de risque sanitaire, ils pourront être réintégrés. Il n'y avait pas de procédure. Le gouvernement avait ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire. Il faisait ce qu'il voulait par un simple décret. Eh bien, nous disons non. Nous disons il faut qu'il y ait une constatation médicale, sanitaire. Personne ne peut mieux le faire que la Haute Autorité de Santé. Enfin, le Sénat veut acter la fin de l'état d'urgence sanitaire. Son expiration prévue le 31 juillet n'est pas formellement inscrite dans la loi. Le Sénat l'a donc mis noir sur blanc dans un amendement au projet de loi sanitaire. Façon de s'assurer que l'exécutif ne pourra pas confiner à nouveau le pays ou instaurer un couvre-feu sans repasser par le Parlement.
Voilà, donc principale modification apportée en commission par le Sénat. Déjà, le fameux article 2, celui sur un éventuel pass sanitaire aux frontières. La commission l'a assorti de 2 nouvelles conditions. Il appelle d'ailleurs aujourd'hui certificat sanitaire de voyage. Alors d'une part, pour l'étranger, il existera seulement en cas d'apparition d'un nouveau variant qui constitue une menace grave. Et pour l'outre-mer, seulement si les systèmes de santé locaux sont saturés. Samia Deschamps l'a expliqué. Est-ce que cela vous paraît aux uns et aux autres une rédaction acceptable? Bernard Jomier. La première chose, c'est que quand on regarde ce que souhaitait le gouvernement dans ce texte, c'est-à-dire la prolongation du système de surveillance épidémiologique et un dispositif au cas où un variant dangereux apparaît pour contrôler les frontières, le Sénat dit oui sur les 2 points. Enfin, la commission des lois dit oui. Après, il y a beaucoup de postures. Il y a beaucoup de postures, c'est-à-dire on change le titre, on change le nom, on bricole un peu, on met des critères. La saturation, par exemple, d'un système de santé, c'est pas un critère. Si on veut, pour arrêter un variant, je veux dire, c'est pas. S'il faut arrêter un variant dangereux, il faut l'arrêter avec les mailles d'un filet assez resserré. C'est déjà compliqué en soi, mais la saturation d'un système de santé, c'est pas un critère. Et puis par ailleurs, la commission des lois, elle introduit cette question des soignants non vaccinés. On va y venir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question, on va y venir, mineure, mais qu'il y avait des questions. Si elle voulait ajouter d'autres items, il fallait parler de questions importantes pour la suite de l'épidémie, la ventilation et l'aération des lieux clos. Le président a promis un plan, il n'y a rien du tout dans le texte de loi. Donc c'est pour dire qu'il y a une posture politique qui est prise par la commission des lois. Et voilà, et ces postures, elles ne me paraissent pas très intéressantes. Globalement... Une posture quoi? On fait des modifications un peu cosmétiques, vous voulez dire, pour donner l'impression qu'on a un peu modifié le texte, mais vous dites que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est ce qu'a dit le rapporteur. Il a dit, la loi s'écrit au Sénat. Eh bien non, la loi, elle ne s'écrit pas au Sénat. La loi, elle s'écrit au Parlement. Elle s'écrit au Sénat, bien sûr, mais elle s'écrit aussi à l'Assemblée nationale. Et je pense que dire la loi s'écrit au Sénat, simplement, c'est un peu un péché d'orgueil. Et il ne faudrait pas que la nouvelle donne politique, que je trouve plus favorable que la précédente, celle de la précédente législature, amène à des excès. Le Sénat n'est pas une chambre d'excès. Nous devons travailler au fond. Il peut y avoir un large accord sur ce texte. Il faut éviter les postures. Effectivement, ça dépend pour qui, Xavier Iacovelli. Même question quand même, Florence Assarad d'abord. Est-ce que cette rédaction vous paraît acceptable si on en revient à cet article 2 qui avait tant posé problème à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça change beaucoup les choses? Moi, je pense qu'on ne sait rien des variants à venir et des vaccins dont nous disposerons. On ne sait même pas adapter le test aux bons variants. Actuellement, il y a des épidémies de Covid qui ne se détectent pas parce que c'est long à se détecter et le test ne semble plus très bien adapté aux variants. Donc je pense que on spécule un petit peu sur un avenir dont on ne connaît rien, avec des moyens qu'on n'a pas adaptés. Moi, j'aurais été plutôt favorable à renforcer les moyens techniques qu'on pourra opposer à une nouvelle vaccination. Et pour tout dire, ça me paraît un sujet vraiment mineur. Cette histoire de tests. De passeport, enfin de certificat sanitaire de voyage. Pour voyager un petit peu. C'est surtout politique ce qui s'est passé. Moi, quand on retourne de Suède, il y a fin mi-juin, mi-mai plutôt, fin mai, on m'a demandé le test pour rentrer en France. J'ai ricané, quoi. Je me suis dit, est-ce que j'ai encore mon test sur moi? Voilà. Enfin, on oublie très vite ce qui s'est passé antérieurement. Il faut que si l'épidémie reprend, on puisse avoir les bons outils au bon moment. Donc, est-ce que l'anticipation, c'est cette loi, ou est-ce que c'est plutôt la technique et la biologie qui priment? Donc elle ne s'occupe pas des bons sujets, cette loi, pour vous, pour vraiment prévenir ou répondre à une potentielle nouvelle vague? Parce que la vague prendra peut-être une forme très différente, on n'en sait rien. Loïc Hervé, une question. Je crois qu'à l'échelle de ce texte de loi, il y a d'abord une bonne nouvelle dont il faut parler à nos compatriotes. C'est que le pass vaccinal et le pass sanitaire vont mourir de leur belle mort le 31 juillet. Ils ne peuvent pas être réintroduits par le gouvernement d'aucune manière. Et donc, il y a quelques petites choses qui demeurent et qui sont essentiellement liées aux voyages internationaux. Oui. Les voyages en Europe avec le maintien du système d'information du test et du système d'information du vaccin pour permettre à nos compatriotes de voyager dans l'Union européenne parce qu'il y a le Green Pass, parce qu'il y a des États qui l'exigent. Et donc, si on s'était départi de ces 2 systèmes d'information, on n'aurait plus donné à nos concitoyens des QR codes pour voyager en Europe. Et puis, cette question du retour de pays dans lesquels il y aurait l'apparition d'un nouveau variant.
et avec là le Sénat qui est sur une mesure qu'on a connue, qui est la mesure du test PCR. Moi, j'y suis très attaché. C'est pas le test PCR ou un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement, c'est le test PCR et le test PCR seul pour tout l'avion. Si l'avion vient d'un pays où il y a un variant qui émerge. Et donc ça, c'est pour moi sont pour moi des bonnes nouvelles. Alors, il y a la question des soignants suspendus. Moi, je pense que dans la situation actuelle, il faut qu'on ait ce débat-là. Il a eu lieu à l'Assemblée nationale, il doit avoir lieu au Sénat, il aura lieu ce soir dans l'hémicycle. En tout cas, vous êtes satisfait par la rédaction de l'article 2 tel que porté par la Commission, avec ces différentes modulations pour l'étranger, pour l'outre-mer. Non, mais dans l'absolu, si on avait pu ne pas avoir d'article 2, à titre personnel, j'aurais préféré. Vous auriez préféré, vous êtes opposé à tous les passes sanitaires, passes bien sûr, vaccinaux. par cohérence. Mais la rédaction choisie par Philippe Bas, qui se base sur le test PCR, me paraît beaucoup plus raisonnable que l'invention d'un nouveau pass aux frontières, etc. Alors Xavier Iacovelli, qu'est-ce que vous en pensez? Alors la donne, elle est plus favorable. Ce nom Bernard Jomier sous cette nouvelle mandature, j'imagine que ce n'est pas tout à fait votre avis, mais que pensez-vous de ce nouvel article 2? Modification cosmétique, modification de fond? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que les LR à l'Assemblée nationale aient la même position que les LR au Sénat. C'est-à-dire que ne rentrent pas dans une opposition de principe dogmatique pour contrer le gouvernement sur un dispositif qui donnait en fait les outils au gouvernement pour contrôler les entrées sur notre territoire. Dispositif que, je rappelle, et les LR et l'extrême droite avaient demandé, crié pendant des mois et des mois pendant la Covid pour qu'on puisse le mettre en place. Là, le gouvernement se donnait la possibilité de le faire si un nouveau variant apparaissait. Les LR, dans une posture à l'Assemblée nationale, ont voté contre. Je vois que les sénateurs LR et sont pas tout à fait sur la même position. Sont plutôt sages et en tout cas... Alors effectivement, je comprends l'argument de mon collègue Jomier sur une question de posture. C'est vrai qu'on ne peut pas dire exactement qu'on revient sur le texte du gouvernement. Donc on dit qu'on réécrit le texte du gouvernement. À la marge, on change le titre. Effectivement, on change la question du pass par le test PCR. Mais la réalité, c'est que ça donne des moyens au gouvernement de pouvoir contrôler tous les ressortissants qui viendraient dans notre pays, tous les touristes qui pourraient venir dans notre pays et qui pourraient être porteurs d'un nouveau variant. Et ça, je pense que c'est important pour la sécurité sanitaire de nos compatriotes. En tout cas, ça montre bien une des choses dont on avait pu parler, c'est-à-dire que c'est quand même au Sénat que l'on trouve les compromis. On a toujours trouvé des compromis au Sénat, c'est aussi dans la nature du Sénat. Après, je pense qu'on aura plus de compromis effectivement avec le Sénat. On aura un travail à faire avec la majorité sénatoriale, ça c'est une évidence. Mais effectivement, peut-être que si nos collègues sénateurs de la majorité sénatoriale pouvaient indiquer à leurs collègues à l'Assemblée nationale d'éviter de perdre du temps, ça nous permettrait d'aller plus vite sur des textes d'urgence sanitaire et d'urgence du pouvoir d'achat. Mais on en parlera certainement. Le texte sur le pouvoir d'achat actuellement débattu dans l'hémicycle. Alors l'une des autres mesures les plus débattues à propos de ce projet de loi sanitaire, c'est la réintégration des soignants non vaccinés. La semaine dernière, Philippe Bas, le rapporteur du projet de loi, s'est d'ailleurs montré ouvert sur le sujet. On l'écoute. Il faudra bien que ces personnels soient réintégrés le jour où nous considérerons, sur la base d'avis médicaux, qu'il n'y a plus de danger pour les personnes vulnérables d'être soignées par des gens qui pourraient attraper le virus. Donc je crois qu'il faut mettre en place un dispositif, oui, et on peut le faire dans ce texte, pour garantir à ces personnels de pouvoir être réintégrés le plus vite possible compte tenu de la situation sanitaire. Florence Lassarade, est-ce que vous êtes d'accord pour réintégrer les soignants non vaccinés? Je rappelle que l'Académie de médecine a, elle, hier clairement dit non. Elle y est, je cite, fermement opposée. Alors moi, je visite des cliniques là en ce moment. À Bordeaux, vous avez vu que ça a été le premier CHU à fermer à filtrer les urgences à partir de la soirée. Je visite des cliniques qui assuraient des urgences qui ne peuvent plus les assurer parce qu'il manque de personnel. Donc cette urgence d'avoir du personnel, pour moi, remet un petit peu les choses en perspective. Et vous pensez que ça peut être une solution de les réintégrer pour lutter contre les pénuries de personnel? On est aussi confronté au fait que le vaccin a atteint ses limites. Autant sur le premier variant, ça marchait bien. Autant actuellement, ça va être difficile de faire admettre que le vaccin... D'abord, le vaccin ne protège que la personne et pas la transmission, ou ne protège qu'en partie de la transmission. C'est aussi depuis le début, il y a un malentendu sur le sujet. Donc vous êtes favorable? Je serais plutôt dans cette situation de pénurie pour une autorisation temporaire. Je vais vous dire quelque chose. On n'a jamais rendu la vaccination anti-grippe
qui elle, est très, très protectrice de la transmission, obligatoire. Donc, c'est le sujet de la grippe, là, actuellement, tel que se présente le virus. Donc, l'urgence, c'est de soigner. Et si on n'a pas assez de soignants, je pense qu'il faut quand même, malgré les réserves de l'Académie de médecine, être pragmatique et pourquoi pas limiter cette urgence dans la durée. Bernard Jomier, j'imagine que vous n'êtes pas du même avis sur la réintégration des soignants non vaccinés. D'abord, je notais, comme vous l'avez relevé, que ce sujet de la vaccination n'était pas dans le projet de loi. Donc Ça a été intégré par le Sénat. Le rapporteur et la commission des lois, le rapporteur a usé de son pouvoir en la matière pour introduire ce sujet. Je ne sais pas si le Conseil constitutionnel validera cet ajout d'ailleurs. Et il prend, ça signifie quelque chose, c'est qu'il prend une posture politique, ce que je disais, une posture qui est d'envoyer un message à ceux qui sont opposés à la vaccination. La réalité, c'est qu'il y a 0,3 à 0,4% de soignants non vaccinés. Ça ne change strictement rien sur la crise que traverse notre système de soins. On est très loin du chiffre qui avait été avancé de 15 000 soignants l'année dernière. Deuxièmement, c'est pas du tout le cas. Absolument. Deuxièmement, être soignant, c'est adhérer à des valeurs de responsabilité collective et de solidarité réciproque. Et l'obligation vaccinale des soignants, c'est quelque chose qui est aussi ancien que la fonction soignante et la vaccination dans notre pays. Que des soignants refusent, au nom d'un droit individuel qui est parfaitement respectable, et c'est ce que dit l'Académie de médecine, de se vacciner, très bien, mais ils sortent du champ des métiers soignants. Et je ne vois aucune raison de leur ouvrir la porte. C'est un aller sans retour tant qu'ils refusent de se faire vacciner. Donc le rapporteur a fait un choix qui est d'ouvrir ce débat en modifiant le périmètre du projet de loi. Et il ne l'a pas fait pour parler de la ventilation et de l'aération des locaux. Et il ne l'a pas fait pour parler d'autres sujets essentiels de la crise sanitaire qui n'est pas terminée, car la pandémie n'est pas terminée. Le Conseil scientifique vient de rendre son dernier avis. S'il y a un message à faire passer sur la vaccination, c'est qu'il est urgent que les rappels soient faits pour les personnes fragiles. Sinon, nous allons à de nouveau grosses difficultés en termes de formes sévères. Voilà. Xavier Iacovelli, vous êtes du même avis. Je rappelle qu'Olivier Véran, la semaine dernière, a dit le parlementarisme, ce n'est pas du chantage. On ne va pas échanger un soutien au texte contre la réintégration des soignants non vaccinés. Oui, moi je souscris complètement à ce que vient de dire Bernard Jomier. C'est une posture, encore une fois, de dire le problème de l'hôpital et le problème des recrutements de l'hôpital sera réglé si on réintroduit ceux qui ne sont pas vaccinés. Comme l'a dit Bernard Jomier, c'est 0,3, 0,4%, c'est-à-dire c'est 5 à 600 infirmiers sur 263 000. C'est-à-dire que il y en a beaucoup en Outre-mer, par exemple, là où il y a une grande défiance vis-à-vis du vaccin. 75 médecins sur l'ensemble du territoire. Donc c'est pas ça qui réglera le problème de recrutement de... c'est pas question du terrain, c'est les chiffres, madame. C'est les chiffres. Alors peut-être que le ressenti est différent. Bien sûr, nous manquons de soignants dans les hôpitaux, mais ce n'est pas dû à leur suspension pour refus de vaccination. C'est dû à un problème structurel, aussi avec des soignants qui abandonnent aussi ce métier qui est devenu très dur, avec la crise sanitaire qui s'est accentuée. Mais encore une fois, ce n'est pas dû à la suspension de vaccination. Donc moi, je serais contre, en tout cas, ce chantage effectivement fait de réintroduction de cet article, et je voterai contre l'article de réintégration, en tout cas tant que la Haute Autorité de Santé n'aura pas donné un feu vert. C'est d'ailleurs ce que le ministre de la Santé a indiqué dernièrement. Et également Emmanuel Macron, effectivement, qui a dit attendre l'avis de la Haute Autorité de Santé pour savoir si nous sommes dans une phase endémique qui permet leur retour sans difficulté. Loïc Hervé, vous êtes favorable à leur intégration ? Moi, j'ai déposé un amendement qui supprime le mécanisme de suspension des soignants non vaccinés. Si mon amendement est adopté, leur réintégration sera immédiate et ce mécanisme administratif sera supprimé de la loi. Premier élément, en France, vous avez des soignants non vaccinés qui travaillent. Ils ne sont pas suspendus. En France et dans les Outre-mer. Vous avez des soignants qui, par des nécessités des besoins de l'hôpital, sont en train de travailler alors qu'ils sont positifs. Ça a été vrai pendant la première vague, c'est vrai aujourd'hui encore. Donc, ça existe. La situation de l'hôpital est telle qu'aujourd'hui, des moyens sont pris sur le terrain pour faire travailler des soignants qui sont positifs, vaccinés et porteurs du virus. Non mais, et enfin, sur le nombre, le ministre, en répondant à ma question à la commission des lois la semaine dernière, a dit qu'il y avait 15 000 soignants non vaccinés, pas soignants suspendus, soignants non vaccinés en France. Marianne, dans un article hier, dit qu'il y a 5 000 pompiers professionnels et volontaires 140. Qui sont suspendus. 140. C'est dans l'article de Marianne. Écoutez, alors peut-être que Marianne il y a une querelle de chiffres, alors. Mais écoutez Marianne, nous n'arrivons pas, en fait, à avoir un chiffre agrégé. Des soignants qui sont... Non, je parle de chiffres agrégés, chers collègues.
Combien sont-ils à être suspendus, interdits d'exercer, à être en arrêt maladie, en disponibilité ou dans d'autres positions administratives? Combien sont-ils en tout? Le ministre nous a dit « je ne peux pas répondre à votre question ». Donc on a un sujet de nombre. Il a répondu à la sortie du Conseil des ministres. Excusez-moi, mais regardez les conférences de presse à la sortie du Conseil des ministres. 600 infirmières, 75 dans l'hôpital public. Dans l'hôpital 75 médecins, 140 pompiers ou bénévoles, ou bénévoles volontaires. 140 pompiers en France. Mais moi j'en connais déjà quasiment le même nombre dans mon département. Ça se concentre chez vous, c'est peut-être pour ça que vous portez des amendements. Je pense pas. Les pompiers volontaires et professionnels sont plus nombreux que 140. Je suis désolé. Prenons les téléspectateurs de Public Sénat à témoin que Marianne dit 5000, vous dites 140. Je pense qu'il faut qu'on ait un chiffre. Il y a une querelle de chiffres. Bernard Gemier. Je peux vous donner le chiffre exact, c'est très simple, c'est 0,5% chez les pompiers professionnels et 2% chez les pompiers volontaires. Et effectivement, il y a 200 000 pompiers volontaires à peu près dans notre pays, donc 2%, ça fait 4000. Voilà. Après, je ne pense pas qu'on mène un raisonnement que par rapport aux chiffres. Exactement. On est dans un pays où il y a une loi et où les professions sont régies par des principes fondateurs. Quand on veut toucher à un principe fondateur, on peut le faire quand la nécessité de l'urgence l'impose. Est-ce que la nécessité de l'urgence impose de réintégrer dans des fonctions soignantes quelques centaines d'infirmières, parce que c'est ça, effectivement, pour ce qui est des soignants, et quelques dizaines. Vu l'état des urgences cet été, voilà ce que la question. Je suis en train de dire. Ça s'arrête. Est-ce que ce nombre très restreint changera quelque chose à la situation des services? Absolument pas. Et ça se ferait au prix de la remise d'un principe fondateur de ce qu'est la fonction soignante. Donc attention, on ne touche pas à ces principes fondateurs au gré de la conjoncture. Et donc réintégrer ces personnels soignants. Je vais vous dire ce qui va se passer. Ça va satisfaire quelques dizaines, quelques centaines de soignants qui vont revenir. Et ça va provoquer une colère mais violente parmi les personnels hospitaliers, parmi les personnels qui ont accepté la règle commune, où on leur dit, on donne raison à ceux qui refusent la règle commune, et vous, tant pis pour vous. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce message de la part de ceux qui défendent sans arrêt l'ordre, la règle commune, etc. C'est comme, vous savez, sur ce projet de loi, moi j'ai entendu toute la première partie de la crise, le Rassemblement national, et DLR aussi, je dis bien pas les, dire « Ah là là, il faut fermer les frontières, comment ça, il n'y a pas plus de mesures, on va nous amener le virus de l'étranger ». Et les mêmes aujourd'hui qui disent « Quoi ? La moindre mesure ?» Ah non, mais c'est pas possible, c'est d'une violence totale. Mais c'est de la pure posture, ça n'a rien à voir avec le fond de la réalité. La réalité, et je termine, c'est que ces processus de contrôle aux frontières sont moyennement opérants. Ça, c'est très vrai. Que vous fassiez un test PCR, que vous fassiez demander le vaccin, le certificat de rétablissement, ça n'empêche pas le virus de passer complètement. Donc ça... Donc à quoi ça sert? Mais c'est une jauge politique, madame. Quand on veut se protéger, on met une maille, un filet. Et on met la maille, l'étroitesse des mailles en fonction des résultats qu'on souhaite obtenir, mais en pesant les inconvénients. Et les restrictions à la liberté sont des inconvénients. Et nous sommes dans une phase de l'épidémie où la maille ne doit pas être trop serrée. Évidemment, bien sûr. Là, je serais d'accord avec Loïc Hervé là-dessus. Mais ne prenons pas des postures, ça ne fera rien avancer. Allez, le mot de la fin là-dessus. Juste un petit mot pour vous. Je suis dans un département frontalier. De l'autre côté de la frontière, qui nous pompe toute la ressource humaine hospitalière, c'est la Suisse. Les règles ne sont pas les mêmes en Suisse. En Suisse, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les soignants. Donc les soignants français vont aller travailler en Suisse. Il y a des centaines de lits hospitaliers dans les hôpitaux, dans les cliniques et dans les EHPAD qui sont fermés en Haute-Savoie. On continue d'alimenter l'exode des professionnels médicaux vers la Suisse. C'est vraiment, pour un département comme le mien, mais je pense aussi au département alsacien, une catastrophe. Voilà, juste parce que je suis honnête et que je voudrais rebondir sur les sapeurs-pompiers. Donc effectivement, il y a 140 sapeurs-pompiers qui sont suspendus et 5000 pompiers volontaires. Voilà. Complexe, donc on est quasiment d'accord. Voilà, vous étiez juste là-dessus également, Bernard Gemier. Alors nous sommes maintenant à un peu plus d'une demi-heure des questions au gouvernement. Nous sommes toujours avec Alexandre Poussard pour toutes les réactions et Quentin Calmet dans la tribune de presse de l'hémicycle. Quentin, cet après-midi, il va y avoir plusieurs questions liées à la canicule et aux incendies un peu partout en France et notamment en Gironde, Quentin. Tout à fait, Tam, je vous le disais à 14h, pas moins de 6 questions sur les 16 aujourd'hui au programme sont concernées
consacrées à ces incendies, dont les deux premières d'ailleurs qui seront comme cela posées par les sénateurs dès 15h. Alors parmi les arguments des sénateurs, les choses qui interrogent les sénateurs, on a vu par exemple le communiste Jérémy Bacchi s'interroger sur le fait qu'il n'y avait plus de départements qui soient à l'abri des grands incendies, puisque même maintenant la Bretagne ou la Normandie sont touchées. Et donc il s'interroge sur ce système de péréquation qui existait jusqu'alors, avec des départements qui pouvaient prêter leurs moyens à d'autres en cas d'incendie. Eh bien, il dit, s'il y a des incendies partout dans toute la France, est-ce que cette péréquation est toujours intéressante? Les socialistes, eux, veulent s'interroger sur les contraintes qui pèsent sur les SDIS. Vous savez, les services départementaux d'incendie et de secours. Par exemple, le sénateur du Gard, Denis Boide, il explique que les différentes taxes qui pèsent sur le SDIS pèsent 2 millions d'euros chaque année, alors que par exemple l'armée est exonérée de ces taxes. Il dit qu'il y a une vraie incohérence. On verra sa question à partir de 15h. Et aussi sur votre plateau, Florence Lassarade qui va interroger le gouvernement sur le dimensionnement des moyens avec ces incendies de plus en plus massifs. Et effectivement, avec des départements comme celui de la Gironde qui étaient jusque-là habitués à ces incendies depuis 1949 et qui sont maintenant dépassés. On verra ce que pourra répondre le gouvernement sur ce sujet-là. Et enfin, d'autres questions des écologistes ou encore de Pascal Martin, un centriste qui est lui-même un haut gradé du corps des sapeurs-pompiers. Tam. Merci beaucoup. Quentin, Emmanuel Macron est d'ailleurs aujourd'hui en déplacement en Gironde, à la Teste de Buch, à Landiras. Olivier Véran s'est lui exprimé là-dessus à l'issue du Conseil des ministres. On écoute le porte-parole du gouvernement. La France dispose de la première flotte européenne en matière d'engins volants pour lutter contre les incendies, qu'il s'agisse des hélicoptères équipés pour lutter contre les flammes ou des avions bombardiers qu'on appelle les Canadair, et que la France avait, au cours du quinquennat précédent, augmenté de 20% les moyens financiers pour augmenter nos équipements. Et Quentin, on parlait à l'instant, on va rejoindre Alexandre Poussard, salle des conférences, qui est avec Pascal Martin, sénateur union centriste de la Seine-Maritime, pompier lui-même, qui mène actuellement une mission d'information sur les méga-feux et qui va ouvrir le bal des questions sur les incendies, Alexandre. Effectivement, Pascal Martin, au vu de votre expérience de pompier, également de vos travaux de sénateur dans cette mission d'information sur les feux de forêt, est-ce qu'on aurait pu éviter ces feux extrêmes en Gironde, ou alors est-ce que c'est inéluctable compte tenu du réchauffement climatique? On a une année 2022 qui était déclarée par tous les spécialistes comme une année de tous les dangers. Malheureusement, les faits sont là pour l'attester. On a des températures extrêmes, on a un taux d'humidité très faible, on a des vents très forts, et puis le réchauffement climatique. Tous ces facteurs ont malheureusement permis une éclosion très rapide de feux extrêmes en Gironde, sur 2 sites particuliers. On avait travaillé dans cette mission plus particulièrement sur les feux qui concernaient le sud-est, mais on est parti d'une conclusion partagée par les spécialistes, c'est que d'une part, ces feux vont intéresser désormais toute la France. Et puis, dans la temporalité de ces feux, à une époque, on parlait uniquement de l'été, même si nous sommes actuellement en été, mais on ne peut pas écarter l'idée de voir des feux d'une telle ampleur se déclarer en février et d'autres en octobre ou novembre. Est-ce que ça change un petit peu les conclusions de votre travaux dans cette mission d'information? Quelles leçons on peut tirer de ce drame? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on auditionnera vendredi prochain les maires des communes concernées, le directeur départemental du SDIS de la Gironde pour alimenter notre réflexion, mais d'une façon générale, nous étions partis sur, d'une part, des mesures fortes en matière de prévention et également en matière de lutte contre l'incendie, en précisant encore une fois, et c'est l'occasion pour moi de rappeler le travail remarquable des sapeurs-pompiers, que la doctrine opérationnelle française est une doctrine qui fait école, qui est partagée par d'autres États, notamment de l'Union européenne, qui consiste à ce qu'il y ait une attaque massive des feux naissants. Alors, ça marche dans 95% des cas où les feux ne brûlent que sur une superficie de moins de 5 hectares. Et puis, il y a le contre-exemple de ce qui s'est passé en Gironde, où nous sommes aujourd'hui à plus de 20 000 hectares. Est-ce que nos sapeurs-pompiers ont assez de moyens pour justement contenir ces départs de feu, ou est-ce que là, il y a des gros progrès à faire? Alors, il faudra aussi se poser la question dans un retour d'expérience, que moi j'appelle de mes voeux, en y associant naturellement les élus locaux et toutes les forces vives des territoires. Il faut partir du constat que nous sommes dans une situation hors norme, donc les moyens actuels peuvent être suffisants sur des feux normaux ou forts, mais sur des feux comme celui-ci, il faudra renforcer
notre force aérienne, peut-être la prédisposer géographiquement sur d'autres sites qu'en un site unique à Nîmes, et puis peut-être et surtout demander à l'État de participer au financement des investissements des SDIS, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation qui intéresse l'ensemble du territoire national et il faudra faire jouer la solidarité nationale. Voilà quelques pistes pour lutter plus efficacement contre ces feux extrêmes. Merci beaucoup, Pascal Martin, d'être venu à mon micro. Merci beaucoup Alexandre. Florence Lassarade, la situation elle est terrible en Gironde, plus de 20 000 hectares de pinèdes qui sont partis en fumée. Vous allez interroger le gouvernement, quel est votre sentiment aujourd'hui? Oui, moi qui suis sur place avec plusieurs membres de ma famille évacués, je pense qu'il y a eu cette conjonction de deux feux parce que le feu de la Teste, proche des habitations, a concentré un maximum de moyens et ce feu de l'Andiras sur une forêt cultivée qui traditionnellement aurait été stoppée tout de suite. Tous les jours, on stoppe des feux là, actuellement en Gironde et dans les Landes. Si on avait pu travailler de façon habituelle, malgré la chaleur et l'hygrométrie faible, on aurait pu stopper l'événement à l'Andiras. C'est la conjonction d'une forêt dite usagère dont la loi est régie, qui est sous une loi du XVe siècle. Il y a tout un débat là-dessus, sur cette manque d'entretien de cette forêt usagère. Vous pensez qu'il y a eu ce problème? Oui, il y a un problème parce que le maire de la commune concernée, de la Teste, demandait depuis 2 ans que au moins cette piste soit fermée compte tenu du mauvais entretien de la forêt auquel s'opposaient d'ailleurs les usagers. Il y a malgré tout un vrai problème là-dessus. Et la proximité des campings, des habitations a généré ces évacuations en cascade sur lesquelles la population a été très collaborative et très solidaire. On a pu faire les choses calmement, mais ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Et en même temps, ce feu de l'Andiras sur une forêt cultivée... Il n'y a pas eu de mort à déplorer, c'est déjà une chose à souligner. Donc la deuxième chose, c'est que les avions basés dans le Gard, à Nîmes, il faut vraiment qu'on ait chacun sur nos territoires, même en Bretagne, même là, toute la France va être concernée maintenant. Donc il faut vraiment localiser, multiplier l'outil, le dimensionner au risque climatique actuel. On est quasiment dans la situation de la Grèce l'année dernière. Bernard Jomier, effectivement, les feux étaient jusqu'ici surtout cantonnés au sud-est. Là, on a l'incendie en Gironde, en Bretagne, jusque dans le nord. C'est une illustration en acte du réchauffement climatique. C'est ça. D'abord, c'est catastrophique pour les populations et les territoires concernés. Et évidemment, il faut renforcer les moyens de lutte. Moi, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Florence Lassarade. Mais il ne faut pas s'occuper des conséquences sans s'occuper des causes. Et la cause, c'est le réchauffement climatique. Et la cause du réchauffement climatique, c'est notre consommation d'énergie fossile. Et ne pas s'attaquer, comme nous obstinons à le faire collectivement. Et là, il y a la responsabilité du gouvernement, mais il y a la responsabilité d'une société aussi. On ne peut pas s'exonérer chacun de notre part de responsabilité. À maintenir une consommation aussi élevée d'énergie fossile, à protester à chaque fois qu'on tente de réduire quelque part, on veut réduire un peu la vitesse sur les routes, c'est pas possible, on veut réduire les trajets en avion, ah mais non, certainement pas. Le résultat, c'est que certes, ce n'est pas qu'au niveau de la France que cette question se pose, mais nous ne prenons pas notre part de responsabilité dans la lutte contre les causes du réchauffement climatique. Et ça, pour nous, législateurs, ça doit nous interroger et nous amener à des actions rapides. Xavier Iacovelli, ça doit nous interroger justement au moment où, par exemple, sur le pouvoir d'achat, on parle de toutes ces aides pour ceux qui prennent la route. C'est vrai que cela peut interroger aussi sur les efforts à faire pour moins prendre la route, réduire notre consommation d'énergie, etc. Alors moi déjà, je voudrais saluer le travail formidable des sapeurs-pompiers, des pompiers volontaires et des citoyens qui ont prêté main forte en Gironde, notamment aux pompiers. Parce que franchement, c'est un travail depuis le 12 juillet qui est énorme et qui est à saluer. Et puis, il y a aussi effectivement une redimension à faire en sorte d'avoir des avions qui soient peut-être sur différents territoires et pas centrés seulement sur le sud-est. Ça, c'est effectivement, cette expérience va nous faire changer certainement de stratégie. Après, il y a effectivement, depuis 2017, on
on avait un Dash en 2017, on en a 5 désormais. Vous savez, ces grands avions qui permettent de larguer de l'eau. On a 21 appareils volants en tout. Et dans le même temps, cette année 2022, c'est un peu, pour reprendre les propos de la reine d'Angleterre, une annus horribilis, parce qu'on a 34 fois plus de feux que l'année dernière. Donc on voit bien que, je crois qu'hier, on avait 28 feux déclarés sur l'ensemble du territoire, ce qui est énorme. Et donc on a effectivement une année particulièrement dangereuse, où malgré nos efforts importants en termes d'investissement, en termes de fonctionnement, où on a augmenté de 20%, on est à 678 millions de fonctionnement maintenant pour les forces de sécurité civile. Malgré tout, on voit qu'on est à la peine. Et c'est pour ça que le président de la République a aussi une volonté d'avoir une solidarité européenne. C'était souvent la France qui allait aider les autres pays, mais je pense qu'avoir une solidarité européenne sur ces questions des feux et des incendies, ça serait de bonne loi. Et on voit de très nombreux pays européens, d'ailleurs, en proie aux incendies. On va rejoindre à nouveau Alexandre Poussard, salle des conférences, avec Monique de Marco, sénatrice écologiste de la Gironde. On parlait tout à l'heure des débats qu'il y a autour de l'entretien de la forêt usagère. Monique de Marco avait demandé au gouvernement de protéger la forêt usagère de la Teste de Buch. Et depuis, avec d'autres élus, elle est critiquée, Alexandre. Effectivement, une forêt de la Teste de Buch mal entretenue. Monique de Marco, vous étiez opposée à un plan de gestion qui prévoyait notamment des découpes d'arbres pour entretenir cette forêt de la Teste. Est-ce qu'avec le recul après ce drame, vous regrettez votre opposition à ce plan de gestion ? Alors en définitive, ce n'était pas un plan de gestion pour entretenir la forêt, c'était un plan de gestion d'un propriétaire pour faire des coupes d'arbres pour les commercialiser, ce qui n'a rien à voir. Je n'ai jamais été opposée à permettre l'accès aux pompiers, élargir les voies d'accès. Ce n'est pas du tout le même sujet. Ma question à la ministre Barbara Pompili l'an passé était cette forêt qui est particulière, forêt usagère de la Teste, qui est gérée à la fois par des usagers et par des propriétaires. Il y avait un conflit latent sur un plan de coupe pour commercialiser du bois. Et cette forêt est régie selon une règle qui date du XVe siècle, qui s'appelle Baillette et Transaction, et qui régit cette forêt. La ministre m'a répondu qu'elle ne pouvait pas, selon les éléments qu'elle avait, répondre. Et donc, il y a une mission d'expertise qui a été nommée pour demander est-ce que ce plan, justement, de gestion particulier pouvait perdurer ou pas. Et elle a répondu au mois de janvier, comme quoi, oui, ça pouvait perdurer, ça pouvait s'adapter, ça devait s'adapter. Par contre, qu'il fallait faire des voies d'accès pour les pompiers des incendies, pouvoir élargir les voies, bien sûr. Donc en gros, on garde ces règles qui datent du XVe siècle, mais on adapte. C'est-à-dire que selon vous, on peut trouver un juste milieu entre laisser cette forêt avec de la broussaille et aller dans des plans de découpe d'exploitation commerciale. Il faut quand même faire des progrès sur l'entretien de cette forêt de la Teste. Oui, il aurait peut-être fallu faire certainement, peut-être. Mais regardez, je prends le parallèle avec celle de l'Andiras, qui est une forêt d'exploitation, qui, elle, est extrêmement contrôlée. Il y a des pare-feux, elle est extrêmement surveillée. Elle s'embrase autant. Le problème aujourd'hui, c'est ce changement climatique, c'est cette sécheresse, cette canicule que nous avons avec des forêts qui s'enflamment et pas suffisamment de moyens pour pouvoir répondre. Il faut envisager de réadapter, de revoir nos modèles de réadaptation à ce sujet. Donc pour vous, il faut une réponse globale au réchauffement climatique. Très bien. Merci beaucoup Monique de Marco pour nous avoir expliqué ce débat local autour de cette forêt de la Teste de Buch. On va continuer ce débat local sur ce plateau puisque Florence Lassarat veut répondre. Vous n'êtes pas convaincue par les propos de Monique de Marco sur la première partie de la réponse. Je voulais informer les auditeurs sur la particularité de notre forêt dite landaise. Cette forêt, elle est accessible en permanence à tout le monde. Il n'y a pas de clôture, à part certains endroits très limités. Donc tout le monde en profite. Tout le monde ne la respecte pas, il y a aussi ça. Mais nous avons, les forestiers de la Gironde et des Landes, un système très particulier qu'on appelle la défense de la forêt contre l'incendie, où chaque propriétaire verse une taxe à l'hectare pour faire de la prévention. La prévention, c'est les pare-feux. Ils existent, ils ont été institués à partir de 49 quand il y a eu les grands incendies. Donc les pare-feux, ils sont peut-être pas assez larges, mais ils existent. Ils ont pu être élargis sur cette forêt de l'Andiras. Et sur les réserves d'eau, il y a dans chaque forêt des points d'eau pour les pompiers. Si on envisageait d'étendre ce fonctionnement de la DFCI à toute la France, à tous les propriétaires forestiers, y compris de petites forêts dont on sait quelquefois même pas qu'on la possède. Ça permettrait de dégager des moyens
qu'on pourrait mutualiser sur les régions. Et ça permettrait à l'État peut-être, cette fois-ci, de mettre des moyens sur le matériel. Je pense qu'il y a vraiment un sujet. Et là, moi, je suis prête à aller plus loin sur ce sujet. Voilà, pour une proposition concrète, Loïc Hervé, le mot de la fin là-dessus. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Xavier Iacovelli tout à l'heure. Ça tombe bien. Moi, j'étais rapporteur de la loi Matras l'année dernière sur les pompiers. Ça tombe bien, on a une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Donc, toutes les questions de moyens au niveau de la sécurité civile comme au niveau des services départementaux d'incendie et de secours, les questions vont être là puisqu'on aura de quoi programmer sur plusieurs années la possibilité de faire monter en puissance des équipements soit mutualisés, soit départementalisés ou régionalisés, ce qui serait quelque chose d'extrêmement important. Et puis, dans le domaine de la gestion forestière, parce que certes, il y a les grands changements climatiques au niveau planétaire, mais il y a des conséquences qui sont sur le territoire. Il se trouve que moi, je suis très impliqué sur la question forestière dans mon département, qui, fort heureusement, est encore éloigné des feux de forêt, quoique on a des départs de feu qui arrivent et qui on peut pas dire. On a l'impression que dans tout le territoire, c'est tout à fait possible. C'est des garanties pour personne aujourd'hui. On en aura. Il faut faire confiance à des grands opérateurs historiques que sont l'Office national des forêts et le CRPF, qui est le centre de la forêt privée, pour résumer, qui sont des professionnels. Et vous savez, ces institutions, elles ont perdu beaucoup de moyens humains ces dernières années. Parce qu'il a fallu faire des économies. On a épuré à l'ONF, on a taillé dans les effectifs. Là, il faudrait peut-être se poser la question de savoir qui, dans notre pays, et on a les outils, parce qu'on a une très grande culture de la gestion forestière, de se donner les moyens que ces forestiers qui peuvent aussi changer les essences, adapter la forêt au changement climatique et lever ce tabou qui se développe dans la société française. Oui, la forêt doit être gérée, donc les arbres peuvent être coupés quand ils sont arrivés à maturité, y compris dans une optique de développement durable. Bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. L'éducation dès le plus jeune âge à la forêt. Je crois qu'il y a une éducation à ne pas risquer l'incendie. C'est très important, l'information, l'éducation, très très tôt dans la vie. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron est donc en déplacement aujourd'hui pour aller voir les personnels qui sont sur le terrain, qu'il s'agisse de l'incendie de la Teste de Buch ou de l'Andiras. Il va peut-être aussi répondre à cette lettre ouverte des présidents des départements de la Gironde et des Landes qui appellent à renforcer la stratégie de prévention du risque incendie, à revoir l'organisation de la sécurité civile. Il va y avoir beaucoup de questions sur ce sujet lors des questions au gouvernement. Merci à tous les quatre. Retour à une autre actualité parlementaire.